Bonjour à toutes et à tous, Grégory Book. Je fais donc une pause dans ma pause YouTube, hein. Ça fait plusieurs mois que je n'ai rien posté, mais là je suis un peu forcé de revenir sur le thème de la localisation puisque les événements se précipitent entre la Russie et l'OTAN. Donc on a vu là ces derniers jours que le président russe, Vladimir Poutine, a fait une mobilisation partielle de ses troupes, hein. Il a en fait on est face à une escalade en fait dans le conflit. Il a dit que voilà que toutes les options étaient envisageables, hein, pour assurer le rattachement de ces régions ukrainiennes à la grande Russie impériale. Et donc on se demande ce qui va se passer dans les jours, les semaines, les mois, les années qui viennent. Comment est-ce que le conflit va évoluer? Euh, voilà, on se dit que tout est possible, hein, puisque dans les guerres, on ne sait jamais ce qui est vraiment défini à l'avance, ce qui est quel est le but caché, quels sont les enjeux. Tout ça est tellement au-dessus de nous que c'est difficile à comprendre. Donc, dans l'optique d'une préparation et d'une localisation résiliente et viable, évidemment, nous, on envisage toujours les scénarios les pires. On se prépare au pire et on espère évidemment le meilleur. Et donc, dans ce cas-là, je viens vous parler des cibles qui pourraient être l'objet de bombardements si jamais la guerre venait à s'accélérer, à vraiment se mettre en place et qu'on ait une confrontation avec d'un côté le bloc OTAN, États-Unis, Europe, et de l'autre le bloc Russie, Chine, plus éventuellement d'autres pays. Voilà. Donc, dans le cas où on aurait cette escalade, évidemment, on aurait des moyens qui seraient utilisés, qui seraient sans commune mesure avec ce qui était, euh, avec les armes qui étaient utilisées auparavant, puisque là on a des batteries avec des milliers de missiles très puissants qui peuvent détruire des dizaines, des centaines de kilomètres carrés de chaque côté. On a énormément d'armes disponibles, on a une capacité de production encore plus élevée. Voilà, donc c'est un monde qui est beaucoup plus, comment dire, dangereux dans le sens où les armes sont puissantes et ont un potentiel de destruction beaucoup plus élevé. Donc c'est pour cela que cette guerre, évidemment, il faut regarder ce qui se passe, il faut s'informer et il faut envisager les scénarios qui pourraient être possibles, hein, puisque la France n'est pas sur une île dans le Pacifique, elle est au cœur de l'Europe, elle est dans l'OTAN, et donc si jamais il y avait une escalade, on pourrait envisager que la Russie, par exemple, attaque ou veuille désarmer les États, par exemple, qui sont nucléaires. Euh, Peut-être en vain, puisque il faut quand même rappeler que le budget militaire de la Russie est largement inférieur au budget des États-Unis et de l'Europe réunie. Donc quelque part sur le papier, ils n'ont pas vraiment la capacité de pouvoir tenir dans la durée euh, une guerre à long terme, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer actuellement. Il y a tellement de tensions dans le monde par rapport à des conflits donc territoriaux, par rapport à des conflits pour s'approprier les ressources énergétiques, hein, les ressources fossiles qui viennent à manquer de plus en plus. Il y a toutes ces problématiques de grand reset, hein. C'est avec les vaccins, avec les confinements injustifiés. On a la montée de la Chine qui en fait dépasse les États-Unis et remet en cause là ce qu'on appelle la Pax Americana. Et donc quand on a voilà une puissance qui vient en doubler une autre, la première puissance quelque part elle a intérêt à déclencher un conflit pour que euh, avant que l'autre devienne trop fort. Vous voyez, donc il y a beaucoup de tensions comme ça et on a aussi la problématique des dettes et de l'état financier du monde, hein, avec l'impression de monnaie qui est euh, qui est très forte, des dettes qui sont hors de contrôle. Donc tout ça, ça nous emmène dans un monde très instable. Et on a aussi évidemment tout ce que le Club de Rome avait fait dans les années 70, je crois, hein, où ils avaient prédit, enfin, ils avaient poussé les courbes et tiré les courbes de l'énergie, de la population, de la production industrielle, etc., la production alimentaire, pour se rendre compte qu'en fait, aux alentours de 2030, il y aurait une baisse de la population parce que le système dans lequel nous sommes ne peut pas tenir sur le long terme. Bref,
Voilà, donc pour quelques éléments d'introduction, hein, pour placer le contexte, hein, donc un contexte assez instable dans lequel on ne sait pas ce qui va se passer, et c'est pourquoi nous, étant donné qu'on veut une localisation qui nous mette à l'abri le plus possible des risques qui peuvent arriver, eh bien, on prend ces risques d'escalade au sérieux et on se dit que c'est possible. C'est peu probable, mais c'est possible. Donc, quelles sont les cibles qui seront bombardées en cas de guerre? Évidemment, personne ne veut avoir sa maison dans une zone qui va être bombardée. Mais la question c'est quel type de zone vont être bombardées en premier, en priorité, si jamais il y a une escalade. Alors, tout d'abord les moyens de bombardement. Donc là on voit qu'on a des missiles évidemment très sophistiqués qui sont très précis, qui ont une portée pour certains de plusieurs milliers de kilomètres, hein. Donc en fait, le monde dans lequel on peut se faire toucher n'importe où, même si on est situé au centre d'un pays. Voilà, il y a tellement de technologie que il n'y a aucun endroit qui est vraiment à l'abri. Donc on a des largages de bombes qui se sont faits en tout cas dans l'histoire principalement par avion, mais maintenant voilà, on a des missiles qui peuvent se cacher dans des camions, dans des silos, qui se mettent sur des remorques, dans des sous-marins, sur des bateaux. Enfin, il y a vraiment même sur des drones, donc il y a vraiment une diversité de types de missiles qui est impressionnante, hein. Donc ces missiles touchent votre pays dans un contexte donné et je vais pas commencer à faire une liste de scénarios dans lesquels la France pourrait être touchée parce qu'en fait je ne sais pas comment. Est-ce que ça serait une attaque de type pour désarmer le pays, hein, donc une attaque massive sur par exemple les bases militaires? Est-ce que ça serait une frappe simplement pour terroriser la population, donc par exemple un missile sur une grande ville? Ou alors est-ce qu'on entrerait dans une sorte de conflit plutôt terrestre, hein, un peu comme ce qui se passe en Ukraine? Je pense que c'est très peu probable, mais à la rigueur, il faut tout envisager, et peut-être que si vous m'écoutez, vous êtes situé dans un pays en Europe de l'Est par exemple, ou alors dans les pays baltes, et donc là la probabilité d'une attaque évidemment est beaucoup plus forte. Donc les conseils que je vais donner là ne sont pas spécifiques à la France, ça s'applique à n'importe quel endroit, pays sur Terre, puisque j'ai tiré les types de cibles que j'ai trouvés de l'histoire et de l'expérience humaine. Donc les conséquences d'un bombardement, simplement pour situer rapidement, c'est une destruction, hein, des bâtiments. Donc quand vous vous faites bombarder, il y a des avions, classiquement, hein, qui survolent la zone et qui larguent des centaines, des milliers de bombes. Donc il y a des petites explosions un peu partout. Il peut y avoir une seule grosse explosion, hein, comme à Hiroshima et Nagasaki. Mais voilà, en gros le résultat est le même, c'est-à-dire que les bâtiments sont détruits, vous avez des pans d'immeubles qui s'effondrent, les toitures qui sont arrachées, toutes les vitres qui sont explosées, vous avez des gravats, des débris, des ruines dans tous les sens, et vous avez aussi le feu qui ravage tous les bâtiments, hein, et tout qui prend feu. Voilà, donc c'est vraiment l'apocalypse. Et là, je vous ai mis, par exemple, voilà l'exemple du Havre, hein, qui s'est fait bombarder par les Alliés au moment de la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi je mets le Havre? Ça paraît un peu bizarre, mais c'est parce qu'en fait, c'est pour montrer que vous savez jamais ce qui peut arriver au niveau des bombardements. Puisque là, on a l'exemple d'une ville qui était française, qui était sous occupation, mais on a des civils à 2100 personnes, des Français, qui se sont fait tuer par des bombardements d'un pays qui était censé les libérer. Donc vous voyez, on peut arriver avec la guerre dans des situations un peu improbables, un peu qu'on ne soupçonne pas. Donc c'est juste simplement pour rappeler le contexte que les bombardements peuvent arriver n'importe quand, n'importe où. C'est difficilement prévisible et qu'il n'y a pas de situation sûre, hein. Donc c'est pour ça que l'objet de la vidéo, c'est justement d'identifier les zones à risque, les éviter, pour réduire les risques au maximum. Alors passons à la liste des cibles. Les premières cibles qui vont être visées en cas d'attaque, en tout cas qui sont très susceptibles d'être visées, ce sont les aéroports militaires. Ça c'est vraiment, on l'a vu d'ailleurs en Ukraine, c'est les premières installations que l'ennemi va chercher à détruire, à rendre inopérantes,
simplement pour empêcher une riposte du pays qui est attaqué. Donc vous devez vérifier qu'il n'y a pas d'aéroport militaire près de chez vous. Là j'ai pris par exemple le cas de Saint-Dizier, en 52, où on a l'aéroport militaire qui est situé, qui touche la ville. Donc vous voyez, là c'est une situation extrêmement dangereuse, où on pourrait avoir des avions qui passent au-dessus, qui décident de tout bombarder, ou alors un missile qui arrive simplement tout seul, quoi, et évidemment l'onde de choc ne va pas s'arrêter à la barrière de la base, et va aussi endommager la ville, et donc votre habitation si vous habitez dans cette zone-là. Donc là c'est un cas extrêmement dangereux de localisation qu'il ne faut surtout pas, faut pas habiter là, quoi, hein, c'est extrêmement dangereux. Donc les aéroports militaires, voilà, c'est pas une donnée confidentielle, hein, c'est sur le site de l'armée. J'ai mis voilà, j'ai mis la carte là où on voit les quelques dizaines de bases qu'il y a. Donc à vous de regarder où est-ce que vous vous situez actuellement et de voir s'il y a une base qui vous paraît pas trop loin, et ensuite de vérifier évidemment la localisation précise de cette base. Là il y a une deuxième carte avec, on voit mieux les départements. Ça c'est l'état 2022. Ça se peut que de nouvelles bases soient créées, hein, donc il faut évidemment rester attentif à ce qui se passe. La deuxième cible potentielle, c'est tout ce qui est aéroport civil. Donc on reste dans le domaine de l'aviation. Donc là c'est même principe, hein, pour empêcher que le pays cible se défende et transfère et utilise même les pistes civiles pour d'autres usages. Et bien ces aéroports civils risquent aussi de se faire détruire, et la ville qui est à côté. Donc là on a encore un cas où on a l'aéroport, hein, l'aéroport qui est situé juste à côté du centre-ville de Tours. Donc là c'est extrêmement dangereux. Imaginez un avion, voilà, qui passe simplement en horizontal. Il va toucher peut-être le petit village qui est à côté, puis après il va continuer sur le centre-ville. Bref, vous savez jamais comment ça va vraiment se passer, ou alors il se peut que il y a un missile qui soit lancé depuis un sous-marin étranger dans la mer, quoi, hein, qui est situé dans la mer, et que au vu de la distance, eh bien la précision soit mauvaise et en fait le missile tombe sur la ville. Oui. Donc il y a toujours une marge d'erreur à avoir. C'est pour ça que si on est à 5, 10, au mieux 20 km éloigné des aéroports, c'est quand même mieux. Bon, alors après les petites pistes d'aérodromes, là par contre c'est évidemment moins un problème, parce qu'elles sont de toute façon trop petites pour accueillir des usages militaires avec des avions lourds. Donc là on a une carte par exemple avec les aéroports en France. Voilà, après à vous d'utiliser internet, hein, pour voir s'il y a des aéroports qui sont situés près de chez vous. Autre type d'objectif, évidemment, les bases militaires qui abritent les défenses que l'ennemi va chercher à détruire en premier, évidemment. Alors toutes les bases n'ont pas une importance égale, hein, évidemment. Il y a des bases de matériel, etc., de maintien en conditions opérationnelles qui sont moins critiques au départ. Donc c'est pas ces bases-là qui vont avoir la priorité. Mais si c'est un conflit qui dure, ces bases seront évidemment touchées. Et de toute façon, les grands bâtiments qu'elles abritent peuvent toujours servir pour abriter une branche du gouvernement, ou alors un service spécial, vous voyez, des choses qui sont transférées dans ces bâtiments et que l'ennemi va chercher à détruire, hein. On a vu qu'en Ukraine, la Russie avait visé des bâtiments qui étaient utilisés par les Ukrainiens pour établir des sortes de bases de contrôle, hein, des centres de commandement, et ça pouvait être des écoles, des anciens commissariats, bref, tout type de bâtiment pouvait être utilisé. Il faut faire attention aux bases militaires, voir aussi si on veut vraiment être sûr, à tous les grands types de bâtiments. Donc voici les bases navales qui sont situées en France. Voilà, donc pour une fois la Bretagne n'est pas un bon plan survivaliste, hein, ou plutôt les côtes bretonnes, puisqu'il y a beaucoup de bases militaires assez stratégiques. Sinon évidemment, il y a aussi le sud-est, hein.
Là, on a les sites nucléaires militaires, donc ce sont des sites qui ont un rapport avec l'arsenal militaire nucléaire français. Alors, c'est pas forcément là où sont situés les missiles, hein. On ne sait pas vraiment où sont exactement les missiles, évidemment. Mais en tout cas, ce sont des sites qui sont importants pour l'industrie. Et là, je vais faire passer donc une liste des bases militaires françaises connues. Voilà, donc on a les centres de commandement, les états-majors. Vous pouvez faire pause si jamais vous voulez vraiment passer en revue toute la liste. Vous avez les brigades, les troupes de montagne, les troupes de marine, les légions étrangères, les armes blindées et la cavalerie, troupes de montagne, encore une fois, troupes de marine, artillerie, parachutistes, enfin bref, il y a toute une diversité d'unités, de régiments, dont je suis pas vraiment spécialiste, mais en tout cas voilà, à chaque fois ce sont des cibles évidemment potentielles. L'aviation évidemment à surveiller. Et les écoles. Voilà, autre type de cible, toutes les centrales électriques et tous les réseaux électriques, hein, les centres de transformation, tous les points stratégiques du réseau. Hein. Donc évidemment, si vous voulez en 2022 mettre un pays à genoux, il faut s'aborder son électricité. Alors c'est pas vraiment il n'y a pas eu beaucoup de cas en fait dans l'histoire où on a cherché en priorité à s'aborder l'électricité. C'est plutôt quelque chose qui vient en second plan. Hein. La priorité c'est vraiment tout ce qui est militaire, hein, évidemment. Ensuite on a toutes les usines d'armement, les aciéries, toutes les usines diverses, hein, tout ce qui peut contribuer à l'effort de guerre, les usines de munitions, bref, voilà, tout ce qui pourrait servir à fabriquer des armes, des véhicules, et donc à être stratégique pour la défense du pays. Donc là on a un exemple d'usine qui est, on voit elle est au nord de la piste d'aérodrome. Hein. On a une usine qui est située juste à côté d'une ville. Donc là c'est pareil, c'est encore une fois très dangereux puisque ça pourrait être la cible d'attaque. Ensuite on a évidemment les villes, les grandes villes notamment qui pourraient servir de symbole pour démoraliser l'ennemi, pour servir d'exemple. Et donc on pourrait avoir voilà, des missiles qui tombent sur des grandes villes. Alors évidemment c'est très compliqué de savoir quelles seraient les villes visées en priorité. On va voir après qu'il y a comment dire, il y a quand même des tendances, hein, notamment quand les Américains avaient choisi des villes au Japon. Mais voilà, il faut partir du principe que n'importe quelle ville pourrait être touchée. Donc là par exemple Roubaix, hein, imaginez catastrophe si jamais un missile nucléaire s'abattait sur Roubaix. Ce serait évidemment des pertes énormes, quoi. Donc toutes les grandes villes sont exposées à ce risque-là, à partir de 20 000, 30 000, même voilà, 50 000 habitants. Bah, en fait, dès que la ville est assez connue et assez grande pour abriter des fonctions importantes, comment dire, pour vraiment faire un bel exemple, eh bien, ça peut être une cible potentielle. Donc évidemment, les villages, un village en soi ne va pas être visé, ne devrait pas être visé par ce genre d'attaque. Ensuite, on a les infrastructures de télécommunication, tout ce qui sert à transmettre voilà, l'information, la radio, la télévision, l'internet. Donc là, on a un exemple à Saint-Herblain d'une tour voilà, de communication qui est située en haut à gauche, en haut à droite pardon de l'image. Et à 20 mètres, il y a une maison qui est juste à côté. Voilà. Évidemment que s'il y a un conflit, notamment terrestre, hein, qui se fixe dans cette zone-là, eh bien, cette tour pourrait être l'objet de frappe et évidemment le quartier qui est situé juste à côté pourrait être touché. Ensuite, on a les infrastructures de transport routier et ferroviaire. Donc là, c'est tout ce qui concerne en priorité les ouvrages d'art, les ponts, les tunnels, les échangeurs, les gares de triage,
les lignes stratégiques, les grandes lignes, voilà, TGV, les autoroutes, bref, tout ce qui peut servir à déplacer les troupes, hein. Donc, les ponts sur les fleuves, sur les grandes vallées, etc. Tous ces ouvrages-là, toutes ces infrastructures-là sont tout le temps des cibles potentielles. Donc il faut toujours faire attention de ne pas être à côté voilà, de grands ponts, même de plus petits ponts, euh, de grandes échangeurs de routiers, de gares ferroviaires, etc. Il faut faire. D'ailleurs, j'aurais pu inclure aussi tous les ports maritimes, fluviaux. Ça, c'est vraiment en règle générale des endroits à éviter, qui de toute façon, même en cas de paix, sont toujours des éléments à nuisance, hein. Ensuite, on a les sites polluants ou dangereux. Donc là, voilà, ce sont des endroits qui sont stratégiques pour un pays, qui pourraient être aussi des cibles, hein, comme les stockages de carburant, toutes les centrales nucléaires, les usines Seveso, les barrages, hein. Dans une guerre, voilà, on sait jamais, si jamais l'ennemi veut vraiment, comment dire, pourrir votre pays, il pourrait très bien s'en prendre à des infrastructures comme ça qui sont pas forcément ultra essentielles pour comment dire, qui vont pas faire de différence dans la force de l'armée, mais qui participent quand même au soutien et qui sont polluantes, qui vraiment qui vous donnent une charge de travail en plus, hein, parce qu'il faut faut sécuriser les lieux. Donc c'est évidemment un boulet pour vous après. Donc les centrales nucléaires, évidemment, c'est toujours pareil, c'est les dizaines de réacteurs qu'on a en France sont évidemment un avantage en temps de paix quand tout fonctionne bien, et on est toujours rappelé sur le fait que ces usines fonctionnent bien, qu'il n'y a pas de risque, qu'il y a énormément de systèmes de sécurité. Mais alors déjà petit 1, on ne sait pas quel sera le type de population qui va s'occuper de ces centrales dans l'avenir. Donc on ne sait pas si le niveau d'exigence de sécurité va rester assez haut et assez contrôlable. Parce qu'on peut avoir des normes sur le papier qui sont très strictes, mais si sur le terrain les gens au quotidien ne les appliquent pas ou pas entièrement, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est de ce côté-là, il y a un côté assez dangereux. Et petit 2, en cas de conflit, évidemment, ça devient des cibles de choix simplement pour pourrir votre pays. Parce que évidemment que les centrales sont sûres actuellement, avec la main-d'œuvre qui travaille, et en temps de paix, hein. Quand il y a personne qui s'en prend à l'infrastructure, à l'enceinte même du bâtiment. Mais si vous avez une attaque sur ce bâtiment-là, tous les systèmes de sécurité que vous avez mis en place, peut-être ne vont plus fonctionner, ne peuvent plus fonctionner. Donc, et voilà, enfin, dans l'histoire, on n'a pas de cas où il y a une centrale qui se soit fait attaquer et quelles ont été les conséquences, hein. Donc c'est difficile de savoir ce qui va se passer, mais ça reste des éléments vraiment très dangereux, quoi. Il faut vivre le plus loin possible de des centrales nucléaires, évidemment, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans le futur, et une fois que la zone elle est contaminée par un nuage ou par une pollution, ça dure des dizaines d'années, la zone est interdite de vie, et c'est vraiment une catastrophe, hein, au niveau de l'environnement, et vous ne pouvez plus jamais récupérer votre maison, etc. Donc évidemment, les centrales nucléaires, mais bon, je pense pas que vous convaincre sur ce point-là, il faut vivre le plus loin possible de ces bâtiments-là. Ensuite, on a d'autres sites que j'ai pas forcément pensé, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire des idées ou des exemples que vous avez de sites. Il faut partir du principe qu'aucun endroit n'est sûr à 100%, puisque les combats peuvent se fixer n'importe où. On ne sait jamais ce qui peut se passer, il peut y avoir un débarquement à un endroit, il peut y avoir une ligne de front qui se met, qui se pose dans un sens précis. Bref, tout est envisageable. Donc même la campagne, même les vallées encaissées, même les périphéries de villes sont à risque. Mais sur le principe, il faut quand même éviter évidemment toutes les cibles de choix, les cibles prioritaires que constituent donc les éléments que j'ai cités précédemment. Il faut aussi envisager tous les effets secondaires des bombardements. C'est-à-dire qu'une fois que l'infrastructure a été détruite, que le bâtiment a été détruit, il faut prendre en compte le fait que il y a une nouvelle normalité qui se met en place et que peut-être vous n'avez plus d'électricité, vous n'avez plus d'eau, vous n'avez plus d'internet. Et dans ce cadre-là, comment
est-ce que la localisation est résiliente par rapport à ces pénuries. Donc c'est pas une conséquence directe du bombardement, c'est une conséquence indirecte, mais ça vous affecte quand même. Notamment, voilà, qu'est-ce qui va se passer quand il y aura plus de police et quand les gens seront livrés à eux-mêmes. Voilà. Donc c'est à prévoir très fortement qu'en France notamment, on ait des cas de pillage terribles, hein, notamment des grandes villes, puisque voilà, quand vous avez des grandes maisons abandonnées, que les habitants sont partis se réfugier, ou alors qu'il n'y a plus de police, eh bien on a des bandes qui se mettent en place pour simplement s'accaparer le plus de ressources possible. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'on verra que le vivre ensemble, il sera mis au test. Voilà, donc maintenant une petite partie sur l'histoire pour un peu analyser ce qui s'est passé lors des guerres précédentes. Et donc là, on a par exemple la vision américaine du targeting sur l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale. Et on voit que les Américains voulaient cibler les centrales électriques, les moyens de transport, l'industrie pétrolifère, les installations aériennes. Et plus bas dans le texte, on voit qu'il y a aussi les bases sous-marines qui sont citées, les industries de traitement d'aluminium, de traitement du caoutchouc, et en mettant nettement l'emphase sur la destruction de l'industrie aéronautique allemande. Tout ce qui a un rapport avec les avions, avec l'aviation, avec tout ce qui vole dans l'air, hein, c'est des cibles de choix, c'est alerte rouge, il faut surtout pas vivre à côté de ces installations-là. Là, on a un graphique lors de la Seconde Guerre mondiale, quels ont été les types de cibles qui ont été prises, qui ont été choisis pour les bombardements stratégiques. Et donc là, on voit que on a en gros la moitié qui sont des infrastructures de transport, 5% des cibles navales, 11,8% d'infrastructures de support de troupes, 11% par rapport à l'industrie pétrolifère, 2% les V-weapons, c'est les missiles, 11% de champs aériens, de pistes, décollage, 4% de l'industrie aéronautique et 5,8% d'autres choses. Voilà, les proportions en gros, hein, pour vous montrer quand même que dans la réalité, ce qui s'est passé suit les exemples que j'avais cités précédemment dans ma revue. Là, ça se passe dans la guerre du Golfe et on a alors ils appellent ça le level of effort. C'est en gros et qu'est-ce qui a été le plus touché, le plus ciblé. Donc on part, la liste en haut c'est les choses les moins ciblées aux plus ciblées. Donc on a du moins ciblé au plus ciblé tout ce qui a un rapport avec l'électricité, la centrale. Ensuite tout ce qui a un rapport avec le naval, avec le commandement, avec la défense aérienne, avec le pétrole. On retrouve les routes, les ponts et les chemins de fer. Ensuite, on a tout ce qui est NBC. Ça, c'est pour ça doit être les risques, tout ce qui a un rapport avec l'industrie chimique. On a le military support, ça c'est les troupes. Les Scud, ça doit être les missiles, il me semble, tout ce qui a un rapport avec tout l'armement. Les champs d'aviation. Et ensuite, on a les forces ennemies. Donc, en gros, ce qu'il y a à retenir, c'est que voilà, tout ce qui a un rapport avec l'armée, les champs, avec les pistes d'aviation, avec les transports, l'infrastructure, l'énergie, tout ça, ce sont des cibles de choix lors de bombardements. Là, on a un exemple de pourquoi est-ce qu'en fait Kyoto n'a pas été pris pour cible lors des bombardements nucléaires américains. Donc au départ, il y avait Kyoto qui était sur la liste des villes à bombarder. Et en fait, ils ont changé d'avis au dernier moment. Et la raison, c'est que il y avait quelqu'un dans le commandement qui avait des relations avec Kyoto, qui avait passé du temps là-haut. Et il me semble avoir lu aussi que Kyoto avait
trop d'importance historique. Voilà, on voit ce qu'ils disent, que Kyoto en haut, là, on est que c'était l'ancienne capitale du Japon, et que ça représentait un symbole culturel et artistique trop important. Et que ça pouvait en fait déclencher une réaction du public. Donc là, le but, c'est qu'en fait, quand l'ennemi choisit une cible, il faut qu'il choisisse une cible qui soit pas trop, comment dire, qui vous démoralise, mais qui vous ne redonne pas de l'énergie pour l'attaquer, pour se défendre. Vous voyez. Donc là, on peut penser qu'ils avaient pris Kyoto au départ et qu'ils ont changé d'avis parce que c'était trop symbolique. Donc la population allait vraiment être énervée et vouloir se défendre, vouloir riposter. Donc quand vous avez l'ennemi qui détruit votre patrimoine millénaire, des choses symboliques pour vous, c'est vraiment très dur et ça vous met dans une rage sûrement très forte. Et c'est pas l'objectif de ces bombardements. Là, on a par exemple un extrait de document, hein, c'est ce qu'on appelle le Target Committee Meetings. C'est les gens qui se sont regroupés à l'époque pour choisir les cibles possibles au Japon. Donc je vais pas tout lire, mais voilà, il y avait Kyoto qui était pris pour cible, une ville industrielle. Voilà, il y avait Hiroshima. Et il y a des raisons qui sont situées dans le texte. Hein, vous pouvez faire pause sur image et puis lire le texte. On avait Yokohama, l'arsenal de Kokura et Niigata. Voilà, 5 cibles possibles. Et au final, donc c'est Nagasaki qui avait été choisi à la place de Kyoto. Là aussi, il y a une histoire derrière cela. Vous pouvez vous renseigner si vous voulez sur Internet. Donc là, on a les statistiques qui vous montrent les types de cibles lors de la Seconde Guerre mondiale pendant les bombardements alliés. Enfin, qu'est-ce que les alliés en fait ont visé comme type de cible? Et on voit qu'ils ont beaucoup visé évidemment les centres urbains, les centres de ville. Ensuite, encore une fois, toutes les aérodromes, les aéroports, les marshalling yards, c'est toutes les gares de triage. Voilà, et après des raffineries, des usines, ou des voies de chemin de fer. Bon, en tout cas, là, ce qui est à retenir, c'est évidemment l'incroyable prépondérance des villes qui ont été ciblées et des aérodromes. Donc ça s'est passé au cœur de l'Europe, en France, en Allemagne et en Italie. Il y a énormément de villes qui se sont fait bombarder, qui ont vu leur centre-ville totalement détruit. Et on a un article du Figaro qui vous parle des bombardements alliés qui ont été faits en France. On voit qu'il y a 50 000 Français qui sont morts sous les bombes alliées. Et l'idée à la base, c'est que le concept d'Overlord a été basé sur la supposition que notre puissance aérienne écrasante sera utilisée pour préparer la voie à l'assaut. Donc ça, c'était une phrase de Eisenhower, le général, qui en fait voilà justifiait les bombardements pour préparer le débarquement. Donc à l'époque, il y avait deux types de cibles principales pour les bombardiers. Le système ferroviaire, lignes, ponts, triage, voies de garage, ateliers de réparation, machines elles-mêmes. Pour paralyser, comme il dit, les infrastructures et retarder autant que possible l'arrivée des renforts allemands sur le front durant les 24 à 48 premières heures cruciales suivant le débarquement. Et deuxième type de cible, les villes, pour les transformer en champs de ruines, pour apparemment vouloir, comment dire, pour que les ruines empêchent les troupes allemandes de se déplacer rapidement. Voilà, donc là, c'était une stratégie d'ailleurs qui a été un peu contestée après, hein, puisqu'en fait, il suffit de contourner la ville, vous n'avez pas forcément besoin de passer dans la ville elle-même. Donc on a beaucoup de villes françaises qui se sont fait détruites, en très grande partie dans la guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, à cause de cette stratégie de bombardement. Et là, je vais vous mettre une animation qui vous montre en fait par mois les bombardements qui ont été faits en Europe
par l'armée américaine et anglaise. Donc les données proviennent de la base de données Tor, encore une fois. On voit qu'il y a beaucoup de zones qui ont été touchées en Europe, hein. Voilà, les zones côtières notamment, mais aussi les zones intérieures. L'Allemagne, la France, l'Italie, l'Europe centrale, le Maghreb, enfin, voilà, les bombardements peuvent vraiment se passer n'importe où, hein. Alors, comment faire pour savoir s'il y a des cibles près de chez vous? Il faut chercher. Donc peut-être que vous connaissez de tête, mais vous pouvez évidemment vous balader sur le géoportail, sur les Google Maps, ou alors des sites spécialisés, et vous essayez voilà, de passer en revue, on va dire, ce qui se trouve dans un périmètre de 50 km autour de chez vous. Vous pouvez aussi taper simplement voilà, carte plus les cibles, hein, donc carte base militaire, carte base aérienne, carte aéroport, carte réseau ferroviaire, etc. pour voir où sont vraiment les infrastructures. Ou alors vous pouvez aussi taper simplement le type de cible plus l'endroit où vous êtes, hein, donc votre ville, votre région, votre département. Là j'ai mis un exemple, par exemple vous tapez base militaire Alpes-Maritimes et en parcourant les premières pages, le résultat, vous allez trouver, vous allez voir ce qui se passe, quoi. Quelles sont les bases les plus importantes, est-ce que quelque chose a été fermé, est-ce que quelque chose va ouvrir, est-ce que, voilà. Essayez d'être au courant de ce qui se passe autour de chez vous. Alors en conclusion, donc la philosophie générale, c'est la stratégie, la tactique, c'est d'utiliser la localisation pour survivre. C'est-à-dire que vous soyez situé là où vous êtes ou alors à 5 km, en cas de problème, en cas de crise, en cas de conflit, en cas de guerre, ça peut faire une différence incroyable. Ces quelques kilomètres peuvent vous sauver la vie. Donc c'est pour ça qu'il faut passer du temps à réfléchir à l'endroit, déjà évidemment au pays dans lequel on veut vivre, à la région, voilà, à la ville, au quartier de ville, à la rue, parce que des petites distances en fait font vraiment une différence incroyable dans votre qualité de vie, dans votre confort, dans votre sécurité, dans les opportunités que vous allez offrir à vos enfants, et dans vos chances de survie évidemment en cas de conflit. Donc c'est pour ça que j'apporte tous ces éléments, c'est pour que on ait en tête ces éléments-là et qu'on ait l'œil plus affûté, qu'on sache comment faire des recherches pour prévenir les risques. Donc, et économiser de l'argent, n'investissez pas des milliers d'euros dans des systèmes de pour pallier à des risques si vous pouvez éviter le risque en lui-même. N'achetez pas un bateau pour survivre en cas d'inondation, si jamais vous êtes situé dans une zone inondable, déménagez pour ne pas être situé dans une zone inondable, tout simplement. Mettez en place des stratégies de localisation. Par exemple, essayez d'avoir un appartement, quelque part, donc en l'occurrence pas dans une grande ville, plus une maison de campagne, qui est éloignée de là où vous êtes. On l'a vu en Ukraine, ne choisissez pas une base de repli qui soit située à 20 ou 50 km de chez vous, parce que c'est plus pratique pour y aller le week-end. Non. Essayez de trouver une base qui est à des centaines de kilomètres. Parce que quand la zone dans laquelle vous êtes est touchée par quelque chose de grave, comme une guerre, ou alors même comme une pollution nucléaire par exemple, eh bien vous ne pourrez pas aller à simplement 20 km. Vous devrez vous faire de grandes distances. Donc c'est assez contre-intuitif, mais en fait il faut avoir une base de repli qui est située très loin, pourquoi pas dans une région que vous connaissez, votre région d'origine, celle de votre compagne, votre compagnon, enfin bref, ouais, essayez d'avoir un lien avec cette région, et comme ça vous pouvez pallier au risque. Puis ensuite, pourquoi pas avoir une stratégie de mobilité, c'est-à-dire que au lieu de s'enraciner, en fait vous essayez de rester mobile, vous essayez de rester sur roue, donc sans forcément vivre dans une caravane, simplement en louant un appartement, vous avez une flexibilité incroyable, parce que quoi qu'il se passe près de chez vous, même s'il y a un grand conflit qui arrive, vous pouvez quitter très rapidement l'appartement. Vous n'êtes pas attaché financièrement à ce bien-là. Voilà, c'est pour ça que aussi les gens ne quittent pas forcément
l'endroit où ils sont, c'est qu'ils ont nulle part où aller, et qu'ils ont toute leur vie dans la maison ou dans l'appartement où ils sont. Donc c'est très, très difficile à quitter, et ça représente un risque dans le sens où vous ne pouvez pas être mobile et vous ne pouvez pas échapper rapidement au risque. Donc là, on touche vraiment aux limites des stratégies d'enracinement, où c'est évidemment bien de pouvoir tout faire soi-même dans son périmètre près de chez soi, mais on voit qu'actuellement, notamment ces derniers mois, entre les guerres en Ukraine, enfin la guerre en Ukraine qui peut arriver, qui arrive dans un pays européen, c'était assez imprévu. On voit avec le prix de l'énergie qui est extrêmement élevé et qui vous empêche d'avoir vraiment d'être rentable si vous avez une base non durable dans la nature. Mais on le voit aussi dernièrement avec la volonté du gouvernement français de répartir les migrants dans les villages de France. Donc en fait, on est à une époque où tout est assez incertain, on sait pas ce qui va se passer et tout peut arriver quoi. Donc la mobilité peut être une option de stratégie. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation par rapport à cette problématique de zone bombardée en cas de guerre. Si jamais vous avez des remarques, des expériences, des choses à conseiller, des infos qui pourraient être utiles aux autres, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, ça peut servir. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt.